Le monde du gangsta rap est à nouveau secoué, cette fois par la mort violente de l'artiste Notorious Big. Le rappeur a été emmené d'urgence à l'hôpital Cedars-Sinai où l'on a constaté sa mort peu de temps après. Notorious Big rappait sur les filles, les flingues et l'argent. Sa maîtrise des rimes, son flow unique et sa créativité en matière de production avaient fait de lui une star mondiale. 3, 2, 1, go. Check it out, it's Notorious B.I.G. Authentique rejeton de Brooklyn, son talent brut de décoffrage l'avait sorti de la rue. Either you was stealing or you was hustling, one of the two, or you was a nobody. Then I was a hustler, and then boom, I was a rapper. Inspiré d'un passé difficile, ses paroles directes et authentiques fascinaient ses fans. You will eventually die or go to jail. It's a fact. Mais à l'aube du 9 mars 1997, Notorious Big est abattu dans une fusillade alors qu'il est en voiture dans Los Angeles. Et si depuis la police traque son tueur, personne n'a jamais été arrêté. J'ai eu accès au rapport de police et au rapport d'autopsie. Je vais pouvoir enquêter sur sa vie dans les semaines, les jours et les heures précédant sa mort. Je veux voir si je découvre du nouveau sur le mobile et sur le mode opératoire du meurtre. À partir des preuves que j'aurais pu recueillir, je tenterai d'identifier le tueur. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de réputation mondiale. Il a pratiqué plus de 4000 autopsies dans lesquelles il a mis en lumière la cause du décès. Il est aujourd'hui médecin légiste en chef dans l'une des plus grandes villes américaines. Aujourd'hui, il enquête sur la mort du rappeur Notorious Big. Son vrai nom, Christopher Wallace, affectueusement surnommé Biggie Smalls. En accédant aux informations confidentielles de la police et grâce à la publication récente du rapport d'autopsie de Biggie, Michael Hunter espère éclaircir cette affaire non résolue. En consultant le rapport d'autopsie, je constate que Biggie a reçu 4 balles. Aucune perforation ne comporte de traces de brûlure. C'est signe que les balles n'ont pas été tirées à bout portant. Mais ces blessures ont bien entraîné sa mort, et leur nature peut nous fournir des indices clés sur l'assassin et son mobile. « 2 mars 1997, Los Angeles, une semaine avant la mort de Biggie. Le rappeur vient de passer un mois en Californie, loin de sa ville natale de New York, avec son ami Lil Cease. C'était un gars entier avec une présence extraordinaire. C'était vraiment l'un de mes meilleurs amis. Né en 1972, Biggie, devenu jeune adulte, tire un trait sur la délinquance pour se concentrer sur une carrière musicale. C'était un poète de la rue qui touchait par ses mots toutes sortes de gens. Du nord au sud de la côte Est, tout le monde reconnaissait sa voix. Intitulé Ready to Die, prêt à mourir, son premier album devient disque d'or puis disque de platine. Il fait de lui une star de la scène rap. À 24 ans, Biggie s'apprête à sortir un deuxième album. Il espère cimenter sa place comme l'une des figures majeures du hip-hop. Il est toujours le rappeur le plus influent ici. Biggie est resté pour nous le roi de New York et il est indétrônable. En examinant le rapport d'autopsie, je suis frappé par son gabarit. Il mesurait 1,88 m et pesait 180 kg. Il souffrait d'obésité morbide. Biggie naît et grandit à Brooklyn. Tout petit, on le surnomme déjà Big, gros. Il suit l'école élémentaire dans un institut catholique strict où il est toujours premier de la classe. Originaire de la Jamaïque, sa mère Valetta, installée à New York, l'élève seule. Elle était institutrice. C'était une mère célibataire qui travaillait très dur. Comme toutes les femmes dans cette situation, elle faisait tout pour que son fils ne manque de rien et ne traîne pas dans les rues. Mais Valetta n'arrive pas à empêcher son fils de basculer dans la délinquance. Il a grandi dans un quartier difficile, où il voyait les gosses au coin de la rue sécher l'école, s'amuser, fourguer de la drogue. Alors lui aussi a fini par abandonner l'école et il s'est mis à zoner dans le quartier. À 15 ans,
Biggie deal des drogues dures dans la rue. Il pèse déjà plus de 90 kilos et dépasse 1,80 m. Sa corpulence lui vaut le respect de ses copains, mais elle met sa santé en danger. Biggie est atteint d'une hypertrophie du cœur. C'est souvent dû à une tension artérielle élevée chronique, où le cœur doit fournir plus d'efforts pour pulser le sang dans l'organisme. Cette hypertrophie cardiaque et sa pression artérielle peuvent être des complications de son obésité. En 1990, à 17 ans, Biggie empoche 15 000 $ par semaine en vendant du crack. Dealer bien implanté à la tête de son réseau, il progresse dans la mafia locale. Il croyait que le trafic de drogue l'aiderait à s'en sortir. Il voulait devenir un gros revendeur et se faire un maximum d'argent, mener la belle vie. Mais les choses tournent mal. Arrêté à Brooklyn pour port d'armes illégales, il écope de 5 années de sursis avec mise à l'épreuve. Il continue pourtant de vendre des stupéfiants et se fait à nouveau arrêter en 90 et 91. D'après le rapport d'autopsie, je constate qu'il a plein d'anciennes cicatrices sur les chevilles. Dans le document, rien ne précise d'où elles viennent, mais je pense que Biggie s'est frotté à pas mal de monde. Dealer et délinquant. Pourtant, Biggie est doué d'un talent exceptionnel. On le voyait se lancer dans des battles dans le quartier, il empoignait le micro et réussissait des improvisations qui rendaient les gens hystériques. Biggie était un grand conteur d'histoires. Il était sa propre chaîne de news. Il observait ce que les gens faisaient, il le digérait, et il vous ressortait son récit en se mettant dans la peau de son propre personnage. Puff Daddy a été le premier à le repérer. Quand la démo de Biggie est tombée entre ses mains, il a dit « Je veux ce mec-là ». Et tout de suite. Puff Daddy décroche bientôt un contrat d'enregistrement pour Biggie. Il avait un vrai don, c'était inné chez lui. Il improvisait à partir de ce qu'il ressentait, de ce qu'il voyait dans la rue. Je pense que c'est ça qui a fasciné Combs. En 1994, avec son premier album, Biggie fait un carton décisif pour la suite de sa carrière. Mais s'il est sur le chemin de la gloire, la route est parsemée d'embûches. La chose suivante qui me frappe dans le rapport d'autopsie, c'est sa broche au fémur gauche. J'imagine qu'il a dû avoir une grave fracture et qu'il boitait après ça. Après un accident de voiture avec Lil Cease au volant, sa jambe fracturée l'immobilise plusieurs mois à l'hôpital. Sa voiture était en réparation et le garage nous en avait prêté une. En dérapant dans un virage, on a tapé dans le rail de sécurité et il s'est méchamment amoché la jambe. Une fracture du fémur est loin d'être une blessure bénigne. On peut mettre des mois, voire des années à s'en remettre, surtout quand on est en surpoids. J'imagine que Biggie en a souffert longtemps. 4 mars 1997, Los Angeles. 6 mois après son accident de voiture et 5 jours avant sa mort. Biggie s'aide toujours d'une canne pour marcher. Il est censé faire une représentation aux Soul Train Awards, mais il y a de l'eau dans le gaz. Bad Boy, sa maison de disques basée à New York, est à couteau tiré avec sa concurrente de Los Angeles, Death Row. Les deux labels s'accusent mutuellement de violentes agressions sur leurs artistes respectifs. Le conflit durait depuis longtemps entre Death Row Records et Bad Boy Records, et entre leurs directeurs généraux, Suge Knight et Puffy Combs, et leurs artistes Biggie Smalls et Tupac Shakur. Certains craignent qu'en venant à Los Angeles, Biggie risque sa vie. Beaucoup de rappeurs de la côte Est pensaient qu'il était dingue d'aller là-bas. Rapidement, il a reçu des menaces de mort. On savait qu'il était impliqué dans la guerre des gangs entre les côtes Est et Ouest. On a essayé de le mettre en garde. « Eh mec, va pas te frotter à ça. »
Il n'était pas à l'aise là-bas. Biggie n'était pas revenu en Californie depuis très longtemps. Entre-temps, la rivalité entre les côtes Est et Ouest faisait l'actualité à l'échelle nationale. Biggie, qui a de plus en plus de succès, espère avoir définitivement tourné la page avec le monde de la rue. Mais le danger le poursuit. Son producteur Puffy Combs s'inquiète pour les conséquences de son passé de dealer. Combs éprouvait de l'aversion pour le passé de Biggie, et il ne mâchait pas ses mots. Combs trouvait que l'artiste avait un vrai talent à exploiter. Il avait peur que Biggie ne retombe dans la délinquance. Biggie a-t-il entendu le message ou le milieu de la drogue continue-t-il de le menacer? Après avoir été abattu, il a été emmené aux urgences où la police a trouvé une infime quantité de cannabis sur lui, moins d'1 gramme. Aujourd'hui en Californie, cette dose reconnue pour consommation personnelle ne justifie pas d'inculpation pour délit. Le rapport toxicologique montre qu'il n'avait ni marijuana ni drogue dure dans le sang. Il y a donc des chances qu'il n'ait pas dealé ni pris de stupéfiants la nuit de sa mort. Mais Biggie ne se contentait pas de revendre de la drogue. En 1994, juste avant la sortie de son premier album, Biggie fait une séance photo quand il rencontre et tombe amoureux de la chanteuse de rhythm and blues, Faith Evans. Ils se sont rencontrés et 3 semaines plus tard, ils parlaient déjà de se marier. Elle a littéralement craqué pour lui. Le charme de Biggie a tout de suite opéré. Et même s'il était en surpoids, ça ne l'a pas du tout gêné. Elle a pensé qu'elle ferait bien sa vie avec lui. Mais rapidement, leur mariage bat de l'aile. Nul n'ignore que Biggie trompe Faith avec la rappeuse Lil' Kim. Biggie était réputé pour sortir avec d'autres femmes. Et Lil' Kim faisait partie des meubles chez les Wallace. On racontait qu'elle était la copine de rechange de Biggie et qu'ils se fréquentaient intimement. Tout le monde savait que les deux femmes étaient en concurrence auprès de Biggie. Kim avait l'air très jalouse d'Evans et Evans était jalouse de Kim. On aurait dit qu'aucune des deux ne lui suffisait et qu'elles étaient en compétition pour capter son attention. Pour sa femme, ça a dû être très pénible à vivre. Un jour de Noël, Evans a trouvé Lil' Kim au lit avec Biggie. Hey, hey, yo, yo! Yo! Yo, yo, hey, C! Hey, C! You see? Yo! Hey, hey, yo, yo, wait! Listen, yo, calm down, listen, yo! Calm down! Pour elle, ça a été un choc épouvantable. Le fait de trouver Lil' Kim dans leur lit, c'était comme se prendre une gifle. C'est après cela qu'ils se sont séparés. Mais les relations amoureuses de Biggie demeurent instables. 2 semaines avant sa mort, on le surprend frappant sa compagne du moment, Tiffany Lane. La sécurité de l'hôtel le jette dehors. Ce sera le dernier incident violent dans la brève existence de Biggie. On a vraiment affaire à un homme qui mène un style de vie chaotique, et j'imagine qu'un certain nombre de personnes ne lui veulent pas que du bien. Mais une autre chose m'intrigue dans le rapport d'autopsie. Biggie porte au bras droit un tatouage. C'est une citation du psaume 27 de la Bible. Ce psaume va s'avérer étrangement prophétique. Je constate que c'est un tatouage très récent, comme s'il pressentait qu'un drame allait arriver. 7 mars 1997, Los Angeles. La veille de sa mort, Biggie monte sur scène pour co-présenter les Soul Train Awards. La foule était très hostile et il s'est fait huer. On a entendu scander côte ouest et la tension était bien palpable. Beaucoup de gens étaient furieux que Biggie soit venu dans leur ville, qu'il ait osé mettre les pieds sur leur plate-bande, si peu de temps après le meurtre de Tupac. 6 mois plus tôt, le rappeur rival Tupac Shakur est abattu à Las Vegas.
Le rapport d'autopsie de Tupac Shakur n'a pas été divulgué au public. Mais d'après le rapport de police, l'artiste s'est fait tirer dessus à 5 reprises alors qu'il était au volant. Après 6 jours d'hôpital, il a fini par succomber à ses blessures. Comme Biggie, Tupac est originaire de la côte Est. D'après des amis, malgré leur division, Biggie est sincèrement attristé par la mort du rappeur. Mais elle le fait aussi réfléchir aux risques qu'il court. On sait que le seul tatouage de Biggie est sur son avant-bras droit. C'est une citation de la Bible. Ce tatouage est récent. Il se l'est fait faire quelques jours avant sa mort. Le psaume de la Bible que Wallace a sur le bras est célèbre. « Celui qui croit en moi ne périra point, mais aura la vie éternelle ». En faisant allusion aux problèmes rencontrés en Californie, ce tatouage avait l'air de renvoyer à l'incertitude qu'il éprouvait pour son avenir. 8 mars, Los Angeles. Le lendemain de la remise des récompenses, Biggie est toujours abasourdi par l'accueil hostile qu'on lui a réservé. Une fête animée par le magazine Vibe est prévue ce soir-là, mais les nombreuses menaces qu'il a reçues l'inquiètent. Il reçoit alors un appel de son producteur et conseiller, Puffy Combs, qui le persuade de courir le risque et de venir. Puffy voulait qu'il sorte et qu'il commence à interagir avec la scène de Los Angeles, qu'il se montre et rencontre les personnes clés afin de gagner en réputation. 22h15, musée automobile Petersen de Los Angeles. 3 heures avant sa mort, Biggie participe à la soirée organisée par le magazine Vibe. Il a beaucoup hésité à y aller, même si ça n'était pas le genre de gars à reculer devant la menace. Aimait-il courir des risques? Était-il sous l'effet d'une drogue au point de s'être senti invincible? Ou était-ce simplement un homme d'affaires avisé? Chaque jour, nous prenons 1000 décisions, et la plupart du temps, ça ne met pas nos vies en danger. Mais parfois, une seule d'entre elles peut suffire à tout faire basculer. À minuit, la fête bat son plein avec tout le Gotha du hip-hop. C'est la soirée la plus courue de la ville. L'endroit était bondé, les gens continuaient d'affluer alors qu'à l'intérieur, les invités étaient serrés comme des sardines. Le capitaine des pompiers s'est beaucoup inquiété pour la sécurité des personnes et il a préféré mettre un terme à la fête. Minuit 15, 1 heure avant la mort de Biggie. Les gens quittent doucement le bâtiment du musée. Biggie mettra plus d'une demi-heure à en sortir. Dans un SUV l'attendent Lil Cease et le reste de son équipe. La voiture de Biggie a démarré. Un garde du corps était au volant. Ils se sont arrêtés au feu suivant à un croisement. À ce moment-là, un véhicule a stoppé à leur niveau sur la deuxième voie. On a vu Biggie se pencher en avant, les yeux grands ouverts. Il avait l'air d'être en état de choc. J'ai déjà vu 2 ou 3 personnes se faire tirer dessus, mais elles ont survécu. Alors la première chose que je me suis dit, c'est « il va vivre ». On ne l'a visé ni à la tête, ni à la poitrine. « Ça va Biggie, t'inquiète pas mon gars, on va te sortir de là ». D'après le rapport d'autopsie, je vois que Biggie a été touché 4 fois. 2 balles lui ont traversé le corps et 2 autres s'y sont logées. On a foncé jusqu'au premier hôpital qu'on a trouvé. Minuit 55. Biggie est emmené au pas de course en salle des urgences. Je pensais vraiment pas qu'il allait y rester. Je me disais, non, il n'est pas mort. Au bloc opératoire, il est inconscient. Son pouce est arrêté et les chirurgiens se démènent pour lui sauver la vie.
Mais au bout de 20 minutes, ils se rendent à l'évidence qu'ils ne peuvent plus rien faire. À 1h15, on le déclare mort. Le monde du gangsta rap est à nouveau secoué, cette fois par la mort violente de l'artiste Notorious Big. Mon meilleur ami était mort. J'arrivais pas à le croire. Je suis resté là, assis en larmes. Je refusais d'y croire. Quand j'ai reçu l'appel ce matin-là, j'étais sidéré. Je me suis dit non, c'est pas possible. Pourquoi on aurait voulu le tuer? Pour moi, l'étape suivante consiste à examiner précisément les circonstances de cette fusillade et à trouver ce qu'elles peuvent m'enseigner sur l'identité du tueur. D'après un schéma de la police, voici à quoi ressemblait la scène du crime. Le SUV de Biggie a stoppé à un croisement. La voiture de ses gardes du corps le suivait. Le tireur s'est arrêté au niveau de Biggie. L'agresseur a tiré 6 coups de feu sur le SUV de Biggie. 2 balles ont pénétré le véhicule. L'une s'est logée dans la porte, l'autre à l'avant, tandis que les 4 autres ont touché Biggie. Personne d'autre n'a été atteint. Il était bien la seule cible. D'après le rapport d'autopsie, une balle est entrée dans son coude pour remonter jusqu'au poignet. Une autre lui a perforé la cuisse. La 3e balle est entrée par la droite du dos pour ressortir par l'épaule gauche. Et la 4e a perforé sa hanche droite en remontant jusque dans l'abdomen. L'observation de cette dernière blessure laisse penser que Biggie s'était mis dans une posture de défense, probablement en s'allongeant. Le projectile a traversé son corps dans le sens de la longueur. C'est une trajectoire très inhabituelle. J'en déduis que les tirs n'ont pas cherché à cibler des zones vitales, comme la tête ou la poitrine, mais que le tireur a visé au hasard. Pour moi, ça ressemble à du travail d'amateur. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Le mode opératoire ressemble beaucoup à celui employé dans le meurtre de Tupac Shakur. « 7 septembre 1996, Las Vegas. 6 mois avant la mort de Biggie, Tupac Shakur, son ancien ami, issu lui aussi du gangsta rap, traverse la ville avec son producteur Suge Knight. Ils sont ralentis par le trafic. Une voiture s'arrête à leur hauteur. Tupac Shakur est touché 5 fois et Suge Knight est blessé au bras. 6 jours plus tard, Shakur meurt à l'hôpital. Les meurtres de Biggie et de Tupac ont donné naissance à plusieurs théories du complot. Parmi elles, l'idée que le FBI serait impliqué dans ces affaires. Lil Kim, la compagne de Biggie, est convaincue qu'il y a du vrai dans cette version, dans la mesure où les assassinats des 2 rappeurs sont liés. J'ai toujours pensé que les morts de Biggie et de Tupac dépassaient tout ce qu'on a voulu faire croire. Elle pense qu'ils ont été choisis pour cible à cause de leur influence grandissante. Ces 2-là avaient un pouvoir énorme. Ils auraient pu être candidats au municipal comme Schwarzenegger et remporter le poste. Pour moi, le gouvernement s'est dit « On va pas laisser 2 lascars avec un tel impact convoiter le fauteuil du maire. C'est pas possible. » Le rapport de police affirme que Biggie était surveillé à Los Angeles pendant les événements qui ont précédé sa mort. Mais l'autopsie confirme-t-elle la théorie selon laquelle Biggie et Tupac ont été assassinés par le gouvernement? D'après le rapport d'autopsie, Biggie a été tué de 4 balles de moyen calibre, des balles blindées. Ce détail est important. Il peut nous en dire plus sur le profil du tueur. On utilise aujourd'hui principalement 2 types de munitions, les balles blindées et les balles à tête creuse.
Les balles à tête creuse sont plus meurtrières que les balles blindées. Lorsqu'elles touchent leur cible, elles s'ouvrent comme une fleur et provoquent des blessures plus graves. Elles sont conçues pour tuer. Le gouvernement et les services américains chargés de faire respecter la loi privilégient l'usage des balles à tête creuse pour leur puissance d'arrêt supérieure. J'ignore le type de munitions utilisées pour tuer Tupac, mais Biggie s'est fait descendre à coups de balles blindées. Si ça avait été fait par un tueur professionnel, je me serais attendu à ce qu'il utilise des balles à tête creuse. Les balles blindées coûtent moins cher et servent davantage pour s'entraîner. Pour moi, le meurtre a été perpétré par un amateur. Les balles extraites du corps de Biggie vont révéler un autre indice. Le médecin légiste les remet aux experts en balistique qui ont relevé les douilles sur les lieux du crime. D'après le rapport de police, les enquêteurs ont pu identifier le type de projectile. Ce sont des balles allemandes de la marque Gecko. C'est précisément le type de munitions associées aux gangs de rue de Los Angeles, comme les Crips et les Bloods. Les Crips et les Bloods, deux gangs de Los Angeles, qu'oppose une rivalité meurtrière. Ils sont en lien étroit avec la guerre que se mène la maison de disques Bad Boy et son ennemi juré Death Row. Suge Knight utilisait souvent les Bloods comme service de sécurité. De son côté, Combs faisait appel aux Crips comme garde du corps. Imaginez la tension extrême que pouvait créer l'utilisation de deux gangs rivaux représentant deux scènes rap opposées. 8 mars 1997, musée automobile Petersen de Los Angeles. La nuit de la mort de Biggie. À la soirée organisée par le magazine Vibe, des membres des Bloods et des Crips se sont mêlés aux plus grandes stars américaines du hip-hop. D'après les dépositions des témoins oculaires, j'apprends que ce soir-là, des membres des Crips ont parlé avec Puffy et avec Biggie quelques heures avant la fusillade. Puffy était entouré de ses gros bras car il craignait pour sa vie. C'est vraiment lui qui a fait entrer ces types à la soirée. Quand vous êtes rappeur et que vous allez à LA, vous êtes obligé de vous protéger à cause des Bloods et des Crips. Il vous faut absolument la protection de l'un des deux gangs. Le fait que Combs ait utilisé les services des Crips a été considéré comme une menace pour Death Row Records. C'était comme un affront, un défi. Mais pourquoi Biggie Smalls serait-il pris pour cible dans cette guerre des gangs? Il s'avère qu'il a un grief personnel envers Tupac Shakur, le fleuron de l'écurie Death Row. 30 novembre 1994, New York. Un peu plus de 2 ans avant sa mort, Biggie et son producteur Puffy Combs travaillent au studio d'enregistrement. Le rappeur Tupac Shakur est aussi dans l'immeuble. Vers minuit, il est agressé et on le déleste de plusieurs milliers de dollars de bijoux. Tupac pense que Biggie et Puffy ont commandité l'agression, bien que les deux artistes soient des amis proches. Au début, Biggie et Tupac étaient copains. Tupac lui a même donné plusieurs coups de main pour l'aider à se lancer. Il lui a donné plein d'astuces pour gérer les problèmes qu'il allait rencontrer par la suite. Mais depuis, tout a changé. Tupac Shakur a eu l'impression d'avoir été trahi. Il a pensé que son clan l'avait piégé. Et peu à peu, il en a fait une affaire personnelle contre ces gens. Après l'agression, Shakur, malgré ses racines ancrées sur la côte Est, signe un contrat d'enregistrement avec Suge Knight et Death Row Records à Los Angeles. Puis, Tupac et Biggie attisent le feu de leur rivalité à coups de chansons incendiaires. L'un des morceaux les plus célèbres de Notorious Big est devenu Ushotia. Il fait référence aux incidents qui ont bouleversé leur relation. De son côté, Tupac écrit ses propres chansons. Dans l'une d'elles, devenue très célèbre, il dit avoir couché avec Faith Evans, la femme de Wallace. Bientôt, leur querelle de rappeurs vire au pugilat, puis au meurtre. Quand Tupac est assassiné à Las Vegas, les soupçons se portent sur Biggie et Puffy.
Une rumeur voulait que Biggie ait fourni le revolver ayant servi à tuer Tupac. Tupac est associé aux Bloods de Los Angeles. Mais existe-t-il des indices suggérant que ce gang soit lié au meurtre de Biggie? D'après les preuves relevées par la police et le rapport d'autopsie, j'ai tendance à croire que l'assassinat de Biggie par balle est le travail d'un amateur. Je sais aussi qu'il est pris dans une querelle qui oppose les gangs de rue des Crips et des Bloods à cause d'une simple rivalité entre son label Bad Boy et la maison Death Row Records. Maintenant, je veux enquêter en détail sur la possibilité que les Bloods et Death Row Records aient un lien direct avec ce meurtre. Et la première piste que je trouve est très étrange. 6 novembre 1997, Los Angeles, 8 mois après la mort de Biggie. David Mack, agent de police de Los Angeles, est arrêté pour un casse dans une banque. D'après le rapport de police, en fouillant le domicile de Mack, les enquêteurs ont découvert une planque de balles de type Gecko. Ce n'étaient pas des munitions utilisées par la police de Los Angeles, mais elles étaient de la même référence que celles qui furent employées dans le meurtre de Biggie. Il s'avère aussi que Mack conduisait une Chevrolet Impala sombre, semblable au véhicule qui avait été vu dans la fusillade. Mais les enquêteurs trouvent un autre indice troublant, des photos de Mack arborant les couleurs des Bloods, les rivaux des Crips. Et des indices racontent qu'après son service, Mack travaillait pour Death Row, le label de Tupac. Le bruit court que des flics comme Mack pouvaient se faire beaucoup d'argent au noir en jouant les gorilles dans le milieu du rap. Les relations entre la police de Los Angeles et le label Death Row Records ont beaucoup fait parler. De nombreuses photos montrent effectivement des policiers en compagnie de Tupac ou d'autres rappeurs. Et on a constaté de gros versements d'argent inexpliqués sur plusieurs comptes courants. On soupçonne de plus en plus une partie de ces policiers d'agir en solo en violant la loi pour des caïds de l'industrie du rap. Une théorie voulait que ces agents de police travaillant en douce pour Death Row Records aient pu donner un coup de main dans le meurtre de Christopher Wallace. En 2002, la famille de Biggie penche pour cette version. Elle intente un procès hasardeux contre la police de Los Angeles. En effet, elle prétend que des ripoux avaient préparé l'assassinat de Biggie avant de chercher à se couvrir pour se disculper. En réaction, la police de Los Angeles relance l'enquête. En lisant le rapport de police rédigé après la réouverture de l'affaire, je m'aperçois que la police de Los Angeles a découvert que certains de ses agents travaillaient bien pour Death Row, mais que David Mack n'en faisait pas partie. La voiture et les munitions n'étaient qu'une coïncidence, et rien n'a prouvé que Mack ait eu un lien quelconque avec le meurtre de Biggie. La famille de Biggie, acceptant ces découvertes, finira par abandonner ses poursuites contre la police de Los Angeles. Mais la police de LA continue d'enquêter sur Death Row Records et sur les Bloods. Et dans leur dossier, je vois qu'ils font une découverte majeure en 2009. Voici la déposition d'une femme dont l'identité a été volontairement floutée. Elle décrit comment elle a participé à la coordination du meurtre de Biggie. Elle va même jusqu'à nommer un membre des Bloods dans le rôle du tueur. On a pu identifier le tireur, un type du nom de Wardell Faust, Pucci pour les intimes. Dans sa déposition, elle va jusqu'à nommer l'homme qui a payé Faust pour faire le coup. Elle cite Suge Knight, le patron de Death Row Records. Il était en prison, mais d'après ses révélations, il s'est arrangé pour qu'elle lui rende visite. Il lui aurait demandé de contacter Faust en l'informant que Suge voulait qu'on tue Biggie contre une somme d'argent qui n'a pas été révélée. Mais si Suge Knight a payé pour faire abattre Biggie, la question que je me pose est pourquoi? J'ai besoin de trouver un mobile, car cette simple rivalité entre rappeurs ne me suffit pas. Mais un incident survenu plus tôt la nuit de la fusillade est susceptible de m'éclairer. « 7 septembre 1996, Las Vegas. 6 mois avant la mort de Biggie. Son ancien ami Tupac Shakur, devenu son rival, assiste à un combat de Mike Tyson à l'immense hôtel-casino MGM Grand. C'est à cet endroit que la rivalité entre maisons de disques et gangs éclate dans une violente attaque filmée par les caméras de surveillance. Tupac Shakur s'est heurté à un membre des Crips, un certain Orlando Anderson, et ils ont commencé à se battre.
Tupac traîne avec des membres des Bloods. Il frappe sauvagement Anderson, pourtant un dur à cuire des Crips. Dans sa déposition, un membre du gang a déclaré que peu après la bagarre, Anderson a voulu se venger. Il a traqué Suge Knight et Tupac, les a retrouvés en plein trafic au coin d'une rue et a ouvert le feu. Biggie était le principal rival de Tupac. Son label Bad Boy étant associé aux Crips, une rumeur s'est répandue comme quoi Biggie aurait aidé le gang ce soir-là en fournissant le revolver utilisé dans le meurtre de Tupac. Il y a eu beaucoup de rumeurs disant que Biggie voulait éliminer Tupac. Et comme Tupac a été assassiné au sommet de sa carrière, beaucoup de gens ont pensé que Biggie était jaloux au point de vouloir le faire abattre. Son fidèle ami et manager chez Death Row Records était assis à côté de Tupac quand on l'a abattu. Suge Knight avait cru les rumeurs selon lesquelles Biggie Smalls était allé à Las Vegas et avait fourni l'arme qui servirait à tuer Tupac Shakur. Convaincu de la culpabilité de Biggie, on peut imaginer que Knight ait voulu sa revanche. Suge Knight, Biggie et Tupac étaient imprégnés d'une culture des gangs où il n'est pas question de faire confiance à la police pour se sortir d'affaires. Dans ce milieu, quand on a un problème, on le règle seul. Et parfois, on se fait soi-même justice. Les preuves que j'ai découvertes laissent penser que Biggie a couru un risque énorme en se rendant en Californie si tôt après l'assassinat de Tupac, et qu'on l'a assassiné en représailles du meurtre de son ami rappeur. Mais si l'on a bien trouvé le tueur, pourquoi, à l'heure qu'il est, personne n'est en prison pour un crime autant médiatisé? En 2003, Wardell Faust est tué dans une fusillade entre gangs, 6 ans avant qu'on ne l'identifie comme le tueur de Biggie. Mais nul n'a confirmé la déposition faite par un témoin en 2009 et sa simple confession ne suffit pas à résoudre l'affaire. Beaucoup de temps a passé. D'autres témoins ont pu mourir entre-temps ou peuvent avoir refusé de coopérer. On a fini par se retrouver dans une situation où il y a prescription pour ces meurtres. Reconnu coupable d'un crime sans aucun lien, Suge Knight a été incarcéré en 2015. Il continue de nier toute implication dans l'assassinat de Biggie et n'a jamais été inculpé pour quelque rôle que ce soit dans cette affaire. Dans le meurtre de Tupac, les enquêteurs n'ont jamais pu établir de lien entre Biggie et les événements survenus à Las Vegas. On n'a jamais découvert de preuves permettant d'affirmer que Christopher Wallace fut impliqué ou fut au courant du meurtre de Tupac Shakur à Las Vegas. La rumeur voulant que Biggie ait fourni le revolver ayant servi à abattre Tupac n'était finalement qu'une rumeur. Mais il reste un mystère à éclaircir. Les balles blindées ne provoquent pas de blessure interne aussi désastreuse que celle à tête creuse. Biggie a été touché au hasard. On ne l'a pas visé à la poitrine ni à la tête. Et visiblement, il n'a pas perdu énormément de sang. Little Cease, qui avait déjà vu des gens se faire tirer dessus, était convaincu qu'il survivrait. Alors pourquoi les urgentistes n'ont-ils pas pu le sauver? Le rapport d'autopsie montre qu'une balle est entrée par son coude et qu'elle est remontée jusqu'au poignet sans causer de blessure vitale. La deuxième balle touche la cuisse en la transperçant, mais là encore sans causer de blessure majeure. La troisième balle le frappe dans le dos. Elle lui traverse le corps et ressort par l'épaule gauche en déchirant uniquement ses chairs. Mais pour la quatrième balle, c'est une toute autre histoire. Elle entre juste au-dessus de la hanche gauche et transperce à une vitesse fulgurante la partie inférieure de son abdomen. La balle perfore le côlon de Biggie et transperce son foie de bas en haut. Elle continue à travers son diaphragme. Ensuite, elle touche son cœur. Elle troue son orifice auriculo-ventriculaire droit avant de ressortir par le ventricule gauche. Cette blessure provoque une énorme hémorragie interne dans la cage thoracique de Biggie. Aux urgences, Biggie ne saigne que très peu. Sa masse graisseuse a pratiquement bouché les plaies d'entrée des balles. L'hémorragie est interne. Les chirurgiens ignorent tout de ces lésions cardiaques. Ils engagent la procédure permettant de sauver une victime en arrêt cardiaque.
Ils ouvrent la poitrine de Biggie, pratiquent une défibrillation interne pour remettre son cœur en marche. Mais rien n'y fait. Sa blessure est si grave qu'ils n'ont aucun moyen de relancer son cœur et de le réparer. Le cœur ne peut plus envoyer le sang jusqu'au cerveau, celui-ci ne reçoit plus d'oxygène et Biggie finit par mourir. La vraie tragédie, c'est qu'il meurt sous un tir complètement hasardeux. La balle a pénétré son corps sous un angle tout à fait insolite. Si elle était passée 2 cm à droite ou à gauche de son cœur, Biggie aurait survécu. Neuf jours après sa mort, les funérailles de Biggie ont lieu à Brooklyn, qu'il chérissait tant. Pour moi, c'était un gosse qui avait réussi à échapper à la rue et qui est devenu une star du rap. C'est comme si la rue avait fini par le rattraper et le tuer. Et je me suis dit, quelle absurdité. Biggie n'a que 24 ans quand il meurt. Son deuxième album, Life After Death, La vie après la mort, sort 2 semaines après son meurtre et devient l'une des meilleures ventes hip-hop de tous les temps. Son succès confirme la réputation de Biggie comme l'un des rappeurs les plus brillants au monde. Le monde a perdu une très grande voix. Il parlait pour ceux à qui on ne donne pas souvent la parole. Ses textes étaient charmeurs, mais grinçants aussi. Il parlait du combat mené par les gens comme lui pour nourrir leurs enfants et payer leurs factures. Des gens qui parfois n'ont pas d'autre choix que de revendre de la drogue. Biggie était imbattable quand il prenait le micro. Il n'y avait pas de meilleur conteur que lui. Pas de meilleur auteur. Personne. Il était le mec, il était la vie, il était le talent, il était Brooklyn. C'était le type le plus sympa qui soit. J'ai perdu un immense ami.